Bonjour et bienvenue à Pacte Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Aujourd'hui on a un super épisode pour vous, c'est un interview avec Nicolas Godignon. Nicolas qui était entraîneur pendant près de 10 ans à Brive, après il a passé par Pau et ensuite à Rouen, avant d'aller maintenant, il est aux States, à New Orleans, donc il coach avec le NOLA Gold et on voulait voyager dans cet épisode un peu près de chez moi, dans le sud des États-Unis, à Louisiane. Donc voilà, on va aller tout de suite dans cet entretien et franchement, j'ai passé un bon moment avec lui pour apprendre tout ce qui est le rugby cajun. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas à vous abonner sur votre plateforme de choix à Pacte Pod parce qu'on a plein de nouveaux épisodes qui vont sortir bientôt. La semaine prochaine, on va parler bien sûr moustache parce que c'est bientôt le Movember avec Stéphane Beaumont, un autre pote de notre pack. Et ensuite, on a plein de matchs de notre 15 de France. Donc, il faut pas rater ça. Je vais être accompagné par notre cher Théo qui va être avec moi pour parler des 3 matchs en novembre pour notre 15 de France à nous. Ça va faire plaisir de revoir nos Bleus en action. Mais tout de suite, on va sauter dans l'avion pour aller direct aux States pour parler avec Nicolas Godignon par rapport à The NOLA Gold et le rugby aux States. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Pacte Pod. Alors moi, je suis très très content d'avoir avec moi un autre guest, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Nicolas Godignon, ancien troisième ligne en tant que joueur à Ognona et Brive. Il a ensuite commencé une longue carrière de coach, d'entraîneur à Brive, à Pau, à Rouen. Et maintenant, il se retrouve dans le Bayou de Louisiane. Il est devenu entraîneur chez le New Orleans Gold, une équipe dans le Major League Rugby. Donc voilà, on voulait parler un peu de rugby avec lui, rugby français, rugby USA et surtout rugby cajun. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous ici à Pacte Pod. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Voilà, je pourrais dire aussi bonjour vous autres en cajun peut-être, ça serait aussi intéressant comme ça. On va voir s'il y a beaucoup de Cajuns qui nous écoutent par la suite. C'est vraiment chouette. Écoute, tu es là dans les States depuis décembre, il me semble, de l'année dernière. Et tu as déjà vécu plusieurs hurricanes, des ouragans déjà. J'espère que tout le monde, ça va chez toi à New Orleans. Oui, ça va bien. On en a vécu 2. Il y en a eu quelques gros qui sont passés pas très loin, notamment en Floride du côté de Tampa Bay. Et c'est toujours un peu impressionnant. C'est souvent même un peu angoissant quand tu attends qu'il arrive. Mais voilà, ici ils disent que c'était pas très gros, que c'était même plutôt facile. Ouais, c'est incroyable parce que mon père qui habite à côté de Tampa et mes amis qui habitent en Caroline du Nord, en fait, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai habité dans les 2 endroits, donc c'est triste de les voir un peu ravager quand même par les ouragans. Mais oui, j'ai grandi en Floride, donc j'avais l'habitude à l'école de regarder, de tracer en fait, de suivre l'ouragan qui arrivait. Je voulais tout de suite faire un petit remerciement à Miguel Fernandez. En fait, c'est notre pack de potes depuis longue date. Il était dans notre dernier épisode. Il a parlé de toi. Je dis faut absolument que j'interviewe Nicolas. Alors, comment tu connais Miguel? Est-ce que c'était ton agent? Est-ce que c'était l'agent des joueurs que tu cherchais à signer? Un peu des deux? C'est un peu des deux, mais c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis très longtemps. On a établi une relation de travail depuis mes premières années à Brive. Voilà, c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup accroché. Et voilà, on est très proches et c'est quelqu'un voilà, qui est performant et qui a le sens de l'humain aussi. Et c'est toujours important comme valeur dans ce métier-là, qui n'est pas toujours facile, voilà, d'intermédiaire. Donc là, t'es là depuis moins d'un an maintenant. Est-ce que tu peux expliquer un peu la situation quand tu as entendu que tiens, il y avait une ouverture aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'a attiré un peu par cette opportunité? En fait, j'ai toujours voulu essayer d'avoir une expérience à l'étranger. Je voulais essayer de l'avoir quand j'étais joueur. Et puis, ça s'est jamais vraiment présenté. Après 12 ans sur le haut niveau, c'est vrai que j'avais eu des opportunités, notamment en Pro D2, avec Grenoble et Biarritz, sur le changement de propriétaire notamment. Et en fait, ça s'est pas concrétisé pour différentes raisons, alors que les choses étaient plutôt bien avancées.
Et j'ai eu envie de voir sur quelque chose de différent. Et aujourd'hui, à Nola Gold, en fait, il y a des investisseurs français qui sont présents dans le board, voilà, et qui m'ont dit, tiens, il y a une opportunité, il va y avoir un changement de head coach. Donc, je suis venu en septembre 2023 faire un entretien. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais pas le seul sur les rangs. Il y avait aussi Corey Brown qui était à ce moment-là aussi entraîneur de la Géorgie et néo-zélandais et qui ben, a été pris. Mais comme mon entretien s'était quand même plutôt bien passé, ils m'ont proposé de passer entraîneur des avants notamment, en charge de la mêlée, de tout ce qui est zone de contact. Donc, bah, comme j'en avais très envie et de vivre quelque chose en famille aussi de cette façon-là, ben, on a accepté, voilà. Et puis les choses se sont laissées s'est transformées, quoi. Voilà. Ben, super, donc tu as ramené tout le monde là-bas. L'adaptation s'est bien fait? Oui, très bien. Franchement, très bien. On va déjà, premièrement, parce que le prérequis, c'est quand même de parler anglais, ce qui est le cas pour tout le monde dans la famille, et d'avoir un bon niveau. Mais bon, tu t'améliores aussi au contact, hein, quand tu es complètement immergé. Bah, tu apprends très vite. D'ailleurs, tu dors très bien les premières semaines, hein. Ah Le oui, t'es soir, fatigué. le soir, tu es quand même bien crevé. Tu as, le cerveau qui a été bien secoué. Et donc, ouais, en général, tu n'as pas vraiment besoin d'une berceuse pour t'endormir. Ça se passe plutôt bien. Mais bon, c'est comme tout, c'est de l'entraînement en fait. Et quand tu t'entraînes, ben, tu deviens plus endurant. Et quand tu es plus endurant et que tu travailles aussi à côté, ben, tu deviens plus performant. Je pense que la première des choses qui s'est vraiment améliorée pour moi en anglais, c'est ma compréhension. Voilà. La compréhension des différents accents aussi, parce que Ah oui, grave. l'accent américain, mais il y a aussi l'accent du Sud, voilà, qui est aussi différent. Et puis aussi l'accent des différents anglophones, puisqu'il y a plusieurs nationalités, donc ils n'ont pas tous non plus le même accent. Donc, tu n'es pas toujours capable de savoir d'où ça vient et qu'est-ce que c'est, mais tu sens bien qu'il y a une différence quand même. Ouais, ouais, ouais. On va parler un peu de ton équipe qui est assez super internationale, c'est super intéressant. Mais fais-nous voyager un petit peu parce que New Orleans, en fait, je connais très peu. Je suis allé une fois, j'étais dans un espèce de bateau de croisière, donc j'ai suis arrivé je pense, pendant 8 heures ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, moi je connais cette ville, on va dire fêtard, mais c'est quand même une ville historique. Comment tu le trouves, cette ville? C'est alors pour avoir voyagé quand même beaucoup cette année, parce que le championnat américain est un championnat, je dirais, à dimension continentale. Donc, je comparerais ça à l'Europe, en fait, hein, ni plus ni moins. Hmm. Donc, bah, tu découvres à chaque fois que tu voyages. J'avais eu aussi l'occasion d'aller dans l'Utah et de faire un peu de voyage autour de l'Utah, dans les parcs notamment. Enfin, il y a beaucoup de parcs dans le coin et c'est très riche. En fait, grosso modo, je trouve que c'est la Nouvelle-Orléans, c'est cette. Alors, dans l'imaginaire français, on a l'impression que c'est encore un bout de France. On Ouais. en est très loin. Mais cette Nouvelle-Orléans a quand même la particularité d'être, pour moi, une des premières villes caribéennes des US. En tout cas, elle emporte vraiment les stigmates de toute cette antériorité passée par, notamment sur tout l'aspect créole qui est venu s'installer. Tout ce qui était colon qui venait aussi bah, des Antilles et d'Haïti notamment. Donc, tu as une approche qui est clairement complètement différente. C'est une ville qui est tournée vers la culture, une ville qui est tournée vers la musique Oui, énormément. Il y a des le festivals de Zydeco. musique tout le temps. Exactement. Il y a de la musique tout le temps. Tu as des coins aussi où tu peux entendre de la musique tout le temps, comme Frenchman Street ou dans le quartier français. Tu as des endroits. Voilà, donc c'est une ville euh, qui est, qui a plutôt, en fait, du côté américain, pas une très bonne réputation. On aime y passer le week-end pour faire ses enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. Mais pour autant, voilà, ça reste bah, cet aspect du sud profond un peu. Voilà.
Bon, moi, je viens de Sud aussi, donc je connais. Mais est-ce qu'il y a un culture de rugby là? Parce que comme moi, je suis parti des States, en fait, le rugby c'était loin, c'était pas encore sur on the map. Mais est-ce que il y a un peu d'histoire, parce que comme New Orleans, il y a plein de cultures différentes. Est-ce que le rugby était déjà présente? Oui, avec le New Orleans Rugby Football Club, qui est le club historique en fait de la Nouvelle-Orléans et sur lequel la franchise Nola Gold a été construite. Elle a été, c'est un, il y a une vraie appétence pour le rugby. Les gens aiment ça. D'ailleurs, on a fait une affluence cette année. Pour les playoffs, je crois qu'on avait pratiquement entre 4008 et 5000 personnes au stade. Super. Donc, ça commence à prendre. Ce qui est compliqué, bon, la Louisiane reste un État quand même. Donc, tu parlais du Bayou, c'est clairement ça. Il y a peu de grandes villes, hein. C'est un État qui est relativement peu peuplé par rapport à certains États de l'Est, notamment ou la Californie. Donc, quand on veut faire du rugby, il y a des championnats sur la Nouvelle-Orléans, il y a des écoles qui participent de plus en plus au programme qu'on met en place. Mais bon, tu as Bâton Rouge qui est pas très loin, et après c'est Lafayette, et après c'est plus loin. Ouais. Donc, Après, il faut prendre l'avion presque. exactement. Et dans ce côté, par exemple, tu dis à tes voisins, en fait, je coach de Nola Gold. Est-ce que il y a un peu de connaissance en fait dans le ville, parce que c'est quand même une équipe assez nouveau. Oui, alors bon, quand tu es, les gens connaissent le rugby et qui plus est depuis les JO avec la médaille notamment américaine pour les féminines. Donc ça, c'est quelque chose qui aide. Mais ils connaissent le rugby, ils en ont entendu parler, mais tu es quand même en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans où les Saints sont Oui. quand même une des équipes phares, en tout cas en termes d'histoire sur la NFL. C'est aussi quelque chose, dans le sud, le football est quelque chose d'important, beaucoup plus important que dans certaines parties des US. Ils connaissent, ils trouvent que ça ressemble un peu, mais il faut éduquer en fait. Il y a un gros travail d'éducation autour de notre sport. Ils trouvent ça plutôt intéressant. Une fois qu'ils connaissent, en fait, ça les intéresse, même s'ils ne comprennent pas toujours toutes les règles. Mais c'est aussi toute cette éducation qui est intéressante en termes voilà, de faire connaître, de présenter, de les amener à venir. Et quand ils goûtent, en fait, ils trouvent que ça bouge plus, ils ne comprennent pas tout sur la mêlée, mais ça leur plaît. Le fait que le ballon ressemble à celui du football, même si on n'a pas le droit de faire de passe en avant, il y a quand même du choc. Ils trouvent qu'on est presque comme des gladiateurs parce qu'on n'a pas de protection. Ils trouvent que c'est très. Ça leur plaît, mais ils sont encore un peu, peut-être un peu timorés. Et surtout, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'il y a du rugby à la Nouvelle-Orléans, tout simplement. Ça reste un sport émergent. Ouais, et c'est intéressant. Par contre, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux et j'ai vu que, par exemple, sur Instagram, nous, la Gaule, ils ont autant de followers que Rouen, par exemple, qui est un club qui a beaucoup plus d'années, on va dire. Et c'est assez fou. Je pense que ça commence. Moi-même, j'étais étonné parce que Charlotte, il y avait une équipe qui est sortie je trouve, de nulle part. En quelques mois, il y avait une équipe de rugby qui s'est installée à Charlotte, en Caroline du Nord, d'où je viens. Et je trouve ça assez incroyable que tout de suite, c'est juste sorti comme ça, rapidement. Mais en ce moment, donc tu disais, tu voyages un peu partout aux States. Quelles sont les équipes qui t'impressionnent le plus, en fait? Dans les équipes qui m'impressionnent le plus, évidemment, New England, qui est l'équipe de Boston. Parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de noms et on ne connaît pas toujours l'identité ou la provenance de ces équipes. C'est vrai que quand tu dis Nola Gold, par exemple, ça ne saute pas aux yeux que c'est obligatoirement New Orleans, Louisiana, Ouais. avec le code LA de la Louisiane. Donc, New England, c'est un peu pareil. On les appelle aussi les Free Jacks, dû à l'histoire aussi de Boston autour de ça. Donc, Boston, qui a été deux fois champion de MLR consécutivement. Tu as Seattle et San Diego, clairement, qui sont deux grosses équipes historiques qui ont toujours été qualifiées pour les playoffs. Voilà. Et puis après, tu as des équipes un peu challenger
qui sont Chicago, Houston et nous-mêmes, quoi. Donc, bien sûr, Utah as well. Tu vois, des fois, je switch sur l'anglais, mais voilà, tu as ces équipes-là qui sont aujourd'hui plutôt challenger, mais les trois plus impressionnantes, ça reste ces équipes-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de ton équipe parce que quand j'ai regardé, je trouvais ça incroyable comme c'était international. Donc, je vais juste commencer à nommer un peu des pays. N'hésite pas à m'interrompre si tu as des choses à dire. Donc, j'ai vu que bon, il y a quand même un peu de monde qui parle espagnol parce qu'il y a des Argentins et des Chiliens. Complètement. Alors aux US, quand même, moi, c'est ce qui m'a aussi un peu impressionné. Tu peux faire ta vie en ne parlant qu'espagnol, c'est pas un Exact. souci, Ouais. puisque tous les sites internet sont en deux langues. Si tu vas sur les plateformes de films qu'on peut connaître, quelles qu'elles soient, comme Netflix ou comme Prime, bah, tu as tous les films qui sont traduits tout le temps dans les deux langues. Donc, pour eux, c'est assez facile, en fait, de s'adapter. Ouais, il y a même des broadcasts NFL en espagnol aussi, c'est assez incroyable. Nous, on rigole ici, on dit il y a toujours un Sudaf sur l'équipe, et là, il me semble que tu en as au moins trois. Il y a un Botta, il y a un Duplessis, et peut-être un Vermeulen, mais je ne suis pas sûr si c'est les Sudaf. Ah, bonne analyse. Alors, oui, Duplessis, JP Duplessis est un Sud-Africain. Rhys Bottas, c'est pareil. Alors, Rhys, il a la particularité, lui, d'avoir gagné, enfin, sa famille a gagné la carte verte à la loterie. Ouh. Donc, ils sont venus ici il y a quelques années. Donc, c'est un jeune joueur qui est sud-africain, mais qui a quand même passé pratiquement maintenant 7 ou 8 ans aux US. Et puis, alors, si on est dans l'Afrique australe, tu as aussi Damien Stevens, qui lui est un Namibien. Oui, c'est vrai, oui, oui. Il y a les Australiens, il y a un Australien qui a trois noms, c'est pas Adam Ashley Cooper, mais c'est Jordan Jackson Hope. Mais il me semble t'en as plusieurs des mecs de Down Under. Ouais, alors il y a Australien, mais il y a aussi lui, donc évidemment, mais tu as aussi des Iliens qui sont d'origine tongienne ou samoane, qui grandissent en Australie, et donc où certains ont même fait les deux pays, hein, nés en Nouvelle-Zélande, grandis en Australie, ce qui n'est pas inhabituel, parce qu'il y a eu pas mal d'immigration aussi de ce genre-là en Australie. Donc ouais, on commence à faire un peu le tour du monde, hein. Oui, ouais, grave. Donc, parce que j'ai vu qu'il y a un Samoan, un Tongien, un Fidjien. Et il y a des frères avec des noms imprononçables pour moi, qui sont américains, mais je pense qu'ils sont quand même un peu descendants de Tonga, il me semble. Il y a donc un qui joue sur l'équipe nationale, sur les Eagles. En fait, il y a pas mal, finalement, d'Américains sur l'équipe aussi. Oui, donc c'est Tonga-Wea, les frères Junior et Moni. Moni est le capitaine de l'équipe et il est Eagles. Donc, il représente son pays. Grosso modo, il y a une vague d'immigration des Iliens qui sont arrivés plutôt sur la côte ouest et beaucoup sont arrivés aussi à Utah. Euh, Parce que certains ont immigré par rapport aussi à la religion. Il y a beaucoup de Ah oui, ok. Mormons chez les Iliens aussi. Donc, Ah, Salt Lake City est évidemment une destination privilégiée pour ça. Donc, ils font partie de cette première génération, en fait, née aux USA, de parents iliens. Donc, ils n'ont pas toujours les codes de ce que peut être les joueurs du Pacifique, comme nous on les connaît plutôt en France d'ailleurs, puisqu'ils sont souvent arrivés. C'est cette génération-là qui arrive. Je pense qu'il y aura d'ici quelques années, peut-être 5 à 10 ans, en France, des Iliens d'origine, mais nés et grandis en France, parce qu'il y en a quelques-uns maintenant qui se sont ouais. installés ou qui sont mariés avec des Françaises aussi, donc qui se sont établis en France. Voilà, donc les Tonga-Wea, ce sont les premiers à être nés et grandis ici pour les familles tongiennes. Et tu me parlais de Vermeulen, j'ai oublié de te le dire, mais Vermeulen, il est hollandais. Ah voilà, ok. Je vois. Bon, en parlant d'Europe, en fait, il y a beaucoup d'Européens aussi. Il y a un Anglais, il y a un Écossais, il y a un Gallois qui s'appelle Jones, parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Jones, je trouve. Il y a un Irish qui s'appelle O quelque chose, donc dans ce cas-là, c'est Pat O'Toole. Et pour finir, au côté Six Nations, il y a un Italien aussi. Oui.
C'est vrai. Alors, c'est pareil. Donc, Sebastiano Villani, qui est un. Ses parents sont italiens. Lui, il est aussi italien d'origine parce qu'il est né en Italie, il a grandi en Italie et il est arrivé aux USA quand il avait 10 ans. Donc, c'est assez rigolo parce qu'il a toujours un brin d'accent italien derrière. Donc, il parle évidemment italien couramment. Il parle aussi français parce qu'il a été dans une école française en Ah ouais. Italie. Donc, ouais, il est multilingue. Beaucoup d'Irlandais, mais ça, je veux dire, c'est aussi l'histoire des USA, Oui, il y en d'avoir a beaucoup. de sushi irlandaise, anglais, Jones. On plaisante souvent avec Dorian Jones qui a joué aussi en France dans quelques clubs. C'est que je lui dis comment ça se passe pour vous, les Gallois. En fait, vous avez le choix entre quatre noms et vous choisissez à la naissance celui que vous voulez, quoi. C'est Oui, un peu c'est ça ça, entre ouais. les Davis, Jones, Williams. Donc, c'est une blague Exact. un peu sympa entre nous. On rigole de ça. Donc, Irlandais, beaucoup sont nés et ont grandi ici, en fait. Hein. Sont nés en Irlande et grandissent ici. Certains, il y a plusieurs histoires, en fait, à travers les différentes nationalités. Ça, c'est assez sympa. Oui, oui, c'est super intéressant. Moi, j'ai compté 14 nations différentes, mais en fait, pas de Français au niveau de joueurs. Ça change. Il y en a un Ah, qui va arriver la saison prochaine. ah, est-ce que c'est Euh, un scoop? Est-ce qu'on peut ah, savoir qui oh, ou c'est pas encore? avec grand plaisir. Non, non, si, si, avec grand plaisir. On l'a annoncé, c'est Kylian Galtier. Donc, qui est un joueur qui a évolué que dans deux clubs professionnels, parce qu'il est du Pic Saint-Loup au départ, et il a grandi en tant que joueur professionnel à Montpellier, et il a fini sa carrière en France à Montpellier, à Perpignan. Et donc, il nous rejoint pour les deux prochaines saisons. Donc, c'est un joueur expérimenté, évidemment, qui est passé par le 15 de France. Il avait aussi très envie de vivre une aventure différente pour s'enrichir. Je pense qu'il y a un moment où, quand tu es joueur, tu as peut-être un peu fait le tour aussi du haut niveau en France et que tu as envie de vivre quelque chose tu côtoies des joueurs qui traversent le monde pour vivre de leur passion. Toi, tu as la chance d'avoir ça chez toi, mais des fois, tu as aussi envie de voir comment c'est à l'extérieur. Donc tu penses que ça va venir où il y aura beaucoup plus, c'est quelque chose que Miguel Fernandez a mentionné, qu'il y aura un peu plus des connexions qui va se faire entre les clubs top 14 ou français en général et la MLR? Oui, complètement. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, Nola Gold est connecté avec Clermont. Mhm. Donc, on a évidemment des choses qui se construisent en termes de partenariat. Donc, c'est un marché émergent. Quand je parle de marché émergent, c'est comparé au championnat, je dirais, plus classique qu'on peut retrouver comme le Super Rugby, Top 14, Premiership, URC, la Celtic League, ce genre de choses. Donc, d'avoir en fait un autre championnat, ça permet aussi d'accueillir d'autres joueurs parce que cette année était quand même une année record en termes de joueurs chômeurs en France. On n'était pas loin de 200 joueurs chômeurs. Donc, c'est peut-être aussi une alternative à créer et à trouver pour ces joueurs-là, tout simplement. En fait, donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a de la place, en fait. Il y a la place pour accueillir plus de joueurs et surtout, il y a la place au niveau de marché. À chaque fois que j'en parle, parce que presque chaque invité que j'ai français, je dis, mais et les States alors? Et les States, comment est-ce que ça va démarrer? Est-ce que ça va fonctionner? Et ils se disent tous oui, mais avec des grands yeux, parce qu'il y a un marché, il y a il y a de la place, il y a le potentiel. Ouais, et puis il faut imaginer aujourd'hui, on voit ce genre de championnat avec 30 ans de professionnalisme derrière nous. On voit ce championnat comme étant un championnat un peu loin, pas vraiment de TV, ou si c'est transmis par The Rugby Network, qui est une application où tu peux voir les matchs en live, etc. Mais grosso modo, ça reste quelque chose qui a peu de visibilité pour le moment. Et si tu devais comparer aujourd'hui la MLR, ça ressemblerait à ce qu'on parlait du top 16 dans les années 2004, 2005. Donc, grosso modo, on a un décalage de 20 ans dans l'approche professionnelle de cette discipline. Et est-ce qu'on pourrait même voir le top 14 en France, States, je veux dire, est-ce que c'est faisable de le regarder? Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais tu peux regarder les matchs avec l'application Rugby Pass, par exemple, qui est une application qui te donne accès à plusieurs matchs, mais Canal+, qui a les droits du championnat, aujourd'hui, tu ne peux pas le voir aux USA.
quoi. Ouais, Ça, c'est pas possible. ouais, je pense que dès que c'est sur ESPN 2 ou 3, ça va être pas mal en fait. Il y aura beaucoup plus de personnes. Moi, j'ai regardé Australian Rules Rugby comme ça ou football à l'époque parce qu'en fait, on disait mais c'est quoi ce sport? On a adoré le regarder ça et je pense que ça peut être intéressant de mettre ça sur ESPN, un des différentes chaînes de ESPN. On parlait un peu des States, mais est-ce qu'il y a, pour toi, est-ce que tu vois un style de jeu différent? Parce que quand même, il y a beaucoup de joueurs qui viennent un peu partout. Mais c'est quoi le style de jeu? Est-ce que ça reste le rugby comme on le connaît ou est-ce que c'est un peu différent avec tous ces mélanges de personnes et de pays? Alors, il y a beaucoup de mélanges de pays, mais celui qui met le jeu en place, enfin, ceux qui mettent le jeu en place ou l'approche du jeu, ça reste quand même les coachs. Tu développes une identité de jeu et tu as une envie d'aller quelque part, mais ceux qui développent le projet de jeu, ce sont les head coachs. Et la plupart des head coachs aujourd'hui, ils ne sont pas américains. Donc, ils viennent pour nombre d'entre eux de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Donc, San Diego était avec Danny Lee les 3 dernières années et Danny Lee nous a rejoint cette année comme head coach. Donc, tu as aussi Seattle qui est tourné vers la Nouvelle-Zélande. LA est tourné plutôt vers l'Australie. Houston est tourné plutôt vers l'Afrique du Sud. Tu as San Diego qui était sous l'influence d'un entraîneur sud-africain. Tu as eu un Australien aussi à Chicago. Tu as un Argentin à Dallas. Tu as aussi Dallas Miami qui est tourné plutôt sur l'Argentine et l'Amérique du Sud. Donc, en fait, tu es sous l'influence clairement de ces coachs-là. Donc, pour revenir à la réflexion première, tu joues peut-être un jeu qui est plus proche de ce que tu peux trouver sur la Nouvelle-Zélande ou que ce soit le Super Rugby ou le NPC. D'accord. Et toi, est-ce que tu essaies d'apporter quelque chose de français dans ton club, soit le French Flair, l'histoire, les chansons paillards? Qu'est-ce que tu essaies c'est quoi ta touche français à toi? Alors, la chanson paillarde, pas vraiment. Ils ont pas besoin de moi pour ça, en fait, très clairement. Mais tu vas retrouver, en fait, plutôt dans l'idée du French flair, d'avoir cette approche des fois un peu différente. Et ça, ils aiment bien. D'ailleurs, ils le disent, ah, ça, c'est très French flair, même si je trouve pas que ça soit vraiment French flair, mais plutôt sur la capacité ou l'adaptabilité des joueurs, en fait, dans des situations. Tu as quand même, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les joueurs américains qui jouent au rugby ont souvent en fait une histoire du sport, donc on appellerait une background Ouais. sur le football. Donc le football américain, c'est quelque chose de très structuré. Je vais rien t'apprendre là-dessus. On apprend des schémas, on répète les schémas. Tu as des joueurs qui vont faire une carrière de football sans avoir touché un ballon et Ouais. qui vont repousser au niveau de la poitrine le joueur pendant 15 ans. Ils vont faire que ça. Donc, tu as en fait cette difficulté. Ils sont très gourmands et ils ont cette appétence vraiment pour le jeu structuré, pour des schémas très clairs, très précis, ce qui peut correspondre un peu plus à ce que pouvaient présenter les Néo-Zélandais ou l'Afrique du Sud. Et pour ça, peut-être un peu moins de ce qui est pour nous, ou même argentin, cette grinta ou ce French flair qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je connais parce que j'étais un des joueurs devant, donc je touchais jamais le ballon. Donc, quand j'étais sur un terrain de rugby, c'était comme un fou. Je disais, ah, mira, je peux courir avec le ballon. C'était incroyable. Que du bonheur. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, on a plein de gamins qui trouvent, waouh, j'ai le droit de toucher le ballon. Ouais, tu as le droit de le toucher, tu as même le droit de marquer, tu as le droit de courir avec, tu peux le passer, tu peux même le taper dedans si tu veux. Donc, en fait, ils découvrent quelque chose et quand tu as été joueur de football et que tu n'as pas percé, parce qu'aujourd'hui, si tu as le choix entre devenir footballeur américain professionnel ou rugbyman professionnel hein, aux États-Unis, je te conseille de prendre le foot hein, quand même. Ouais, c'est Voilà, sûr. sur l'aspect financier du moins. Ah ouais, c'est certain, c'est certain. On parle de cette jeunesse. Alors, est-ce que donc là, j'ai entendu, oui, bon, ils ont un bon base athlétique, mais ils n'ont pas d'histoire de jeu. Ils ont pas ils sont pas nés avec le ballon de rugby dans les mains. Est-ce que ça commence un tout petit peu? Est-ce que tu vois en fait, c'est nouveau pour toi aussi, mais est-ce que tu penses d'ici 5-6 ans, parce qu'on
on attend que les États-Unis percent. Et là, cette année, par exemple, ou l'année dernière dans la Coupe du Monde, bah, c'était pas ça. Donc voilà, je trouve qu'il fait des hauts et des bas, des retours. Mais est-ce que le MLR va aider à ce niveau-là en venir du grassroots rugby? Alors, c'est clairement une des cibles de notre, en tout cas, la goal de notre développement. On est en train de travailler et de créer sur un projet qui s'appelle NOLA Goal 2031, donc 2031, sur lequel on construit en fait l'évolution de notre club et toutes les étapes dans lesquelles par lesquelles on doit passer, le pathway, donc toute la formation en fait, et le parcours en fait des jeunes est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Alors, le problème, c'est que tu ne peux pas coller aujourd'hui ce qui se fait en France parce que c'est pas du tout la même approche. Premièrement, le sport se pratique à l'école, quand nous, on le pratique en club en France. Pratiquer à l'école, eh ben, c'est pas toujours simple pour y rentrer parce que tu as les sports, ce qu'on appelle athlétiques, donc comme le foot, le baseball, le basketball, parfois aussi le hockey, ça dépend dans quel coin tu te situes. Et donc, tu as cette approche-là dans lequel il est compliqué de rentrer. Il y a beaucoup de fédérations. Tu as les fédérations des high schools, la fédération des athletic high school, des collèges, donc les universités. C'est parfois pour un Français un peu dur à mesurer quand tu sais que le sport à l'école que tu apprends est le sport pour tous, en fait, plus que le sport santé, le sport pour tous, plus que ce que le sport compétition, alors qu'aux USA, le sport compétition intervient dès le high school et même parfois un peu avant. L'entraîneur, donc il faut comprendre que tous les lycées, quand je dis high school, c'est les lycées, que tous les lycées ont un entraîneur de football qui veut surtout pas que les enfants aillent au rugby. Le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que le foot se pratique à l'automne, donc grosso modo de septembre à décembre. Et le reste du temps, en fait, on a un peu plus de temps pour y développer le rugby et avoir de la place pour le rugby. Donc, en fait, quand tu pars de ce postulat-là, tu peux justement mettre en place une stratégie un peu différente. On a cette année créé des moins de 16 ans, on a créé des moins de 18 ans. Nola Gold, en fait, aujourd'hui, organise et prend sous sa coupe le championnat des high schools de la Nouvelle-Orléans. Donc, il y a pour l'instant 6 équipes. Le but est d'amener à 20 équipes d'ici 6 ans. Sur le côté masculin, le côté féminin aussi, évidemment, parce que l'inclusivité de notre sport est importante. Donc, on doit aussi intervenir dans cette approche-là. Voilà, quand tu poser ces pierres-là, c'est aussi mener des formations pour les coachs. Parce qu'en fait, pour avoir des bons joueurs, il faut des bons coachs et il faut souvent commencer par là. Donc, c'est aussi développer sa propre formation complémentaire de USA Rugby. C'est d'apporter cette certification expertise Know the Gold, en fait, et d'étendre et de répandre et presque d'évangéliser, je pourrais dire, la population de la Louisiane et du Sud, en tout cas. C'est notre but premier. En fait, il y avait beaucoup de choses dans ce que tu disais en fait, ça m'a réveillé des souvenirs de moi au lycée. Et c'est vrai qu'en fait, rugby, pour prendre sa place, on a tous vu contre les gros sports, le foot américain, de basket. Et après, normalement, tu peux faire jusqu'à 3 sports. Tu fais de football, et après, tu fais du basket, et après, tu fais du baseball. Et c'est des sports qui sont super ancrés. Et c'est vrai que de trouver sa place dans un lycée américain, parce qu'en fait, il y a une espèce de status aussi. Moi, je me souviens, quand j'étais joueur de foot américain, j'avais mon jersey avec ma cravate et tout le vendredi toute la journée. C'était trop cool, quoi. C'était super classe d'être un joueur de foot. Il y avait ça qui était là. Franchement, je me demande... Pardon, quand tu regardes les films américains, tu vois, tu as toujours ce jeune gamin du lycée qui porte le blouson de l'équipe. C'est le mec qui est le plus populaire parce qu'il est le quarterback de l'équipe de football du lycée. Enfin, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est pas juste un cliché, c'est exactement ça. Ouais, je suis même allé au prom avec une cheerleader, tu vois, c'était vraiment... Je n'étais pas de quarterback, par contre, mais non, mais c'est vraiment ça. Et donc, c'est marrant. Je me demande, est-ce que des jeunes qui jouent au rugby, est-ce que c'est un peu comme le foot américain en France ou c'est un peu un sport rebelle? Moi, je trouve que les gens qui vont chercher le foot américain en France, soit ils sont super intéressés par ça, ou ils ont envie d'acheter quelque chose de différent, un peu dangereux, un peu rebelle dans un sens. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui approchent ça. Notre stratégie, elle est un peu différente.
aujourd'hui, en fait, on veut impacter par nos programmes scolaires, notamment chez les elementary et middle school, donc tout ce qui va être en dessous de 13 ans, grosso modo, c'est de faire des... Alors, tu as de l'éducation physique où on peut rentrer ce qu'ils appellent les PE, donc dans la journée, où on essaye justement d'impacter. Notre objectif cette année, c'est d'impacter 3000 enfants, en fait, par notre programme rugby. C'est un programme qu'on appelle aussi un joueur, un ballon. Donc, c'est de fournir un ballon de rugby à tous ces enfants qui découvrent le rugby, même s'ils ne le découvrent qu'une fois, d'avoir un ballon de rugby aussi à la sortie de ça. C'est en fait faire connaître le rugby avant que le football t'aspire. Et grosso modo, aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques du football, donc il y a beaucoup de garçons qui vont jouer, surtout dans le sud, hein, très clairement. Et ça, tu sais, LSU. voilà, exactement, exactement. Et donc en fait, donc LSU rapidement, c'est l'université de Baton Rouge, c'est Louisiana State University, donc qui est une des universités les plus performantes sur le football notamment. C'est une des universités qui sort le plus de joueurs, notamment sur les, on pourrait dire de première ligne, quoi, Ouais. dans la NFL. Et donc en fait. Tu as que 10% des enfants, enfin des jeunes qui sont dans les lycées qui vont basculer à l'université et tu n'en as plus que 1% de ces joueurs-là qui vont basculer en NFL. En fait, on se dit donc qu'il y en a 90% qui restent sur le carreau. Et ils restent sur le carreau à partir de 17 ans parce que le lycée, c'est 17 ans. Donc en fait, on se dit, bah, si on a une approche avec eux de rugby assez tôt, qu'on peut compléter avec dans le lycée, d'avoir un peu de rugby et qui viennent pas concurrencer, parce que notre but, il n'est pas de prendre les 10% qui passent à l'université, il est de travailler sur les 90% à côté. Et en fait, même si on n'a pas les 10% qui sont les meilleurs athlètes pour le football, bah, peut-être que ça suffit en fait pour déjà avoir en fait quelque chose de bien pour le rugby. Et, euh, et ensuite, bah, c'est peut-être de gratter sur le niveau professionnel ces derniers joueurs qui passent pas le cut sur la NFL. Mais ça, c'est plus. Il y a plus de déperdition parce que bah, souvent, ils finissent leurs études, ils basculent dans la vie normale. Donc, il y a un peu plus, mais certains peuvent aussi basculer au rugby. Donc, en fait, si tu ne touches allez, on va dire 3% ou 5% de ces gens-là, ça reste un nombre important parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 1,5 million. Enfin, la population scolaire à la Nouvelle-Orléans et surtout de Jefferson Parish qui est à côté, c'est plus de 50 000 enfants en fait qui sont ici. Wow. Donc, si tu arrives à rien qu'à prendre eh ben, 1%, ça fait déjà 500 personnes. C'est super intéressant parce que c'est assez fréquent. J'essaie d'expliquer ça aux Français qui comprennent pas qu'en fait, le vie sportive normale aux États-Unis, bah, ça s'arrête à 17-18 ans, quoi. Et comme tu dis, c'est que des meilleurs qui vont jouer à l'université. Et moi, je connais un mec qui a joué en NFL. Et en fait, sinon, bah, tu joues un peu au sport dans des espèces d'assauts à l'université. Mais après, ça s'arrête. Soit tu fais du muscu ou soit tu fais du softball qui est en gros pas très sportif. Il faut être honnête. C'est du baseball allégé, quoi. Donc, franchement. Et moi, quand je suis venu en France, j'avais mis le casque, le tout, les épaulières pour jouer au foot américain à 27 ans. J'ai envoyé des photos à mes potes, ils croyaient pas, quoi. Et parce que faut vraiment à 27 ans pour jouer au foot américain aux États-Unis, il faut être pro. Et c'est quand même une histoire incroyable, ça. Et c'est Tiens, aussi ça, en fait, nous, on a pas mal de rugby clubs qui c'est cette approche en fait amateur de la Nouvelle-Orléans, où on a un championnat qui est sur l'automne, qui concerne 6 équipes actuellement. Et le niveau s'améliore et on participe nous-mêmes de la Gold avec, en fournissant des coachs, on aide, on accompagne la communauté. C'est aussi une des grosses missions pour nous, c'est vraiment d'aider la communauté. c'est intéressant parce que bah, si ce sujet ça intéresse vous, nos chers écouteurs, je vous invite à aller chercher notre interview qu'on a fait avec Richard Tarditz, qui était un des premiers Français qui a joué dans la NFL, et on a fait 2 épisodes avec lui. Il a parlé de son parcours. Il est venu, il est allé à Georgia pour être sur l'équipe de foot américain. C'est une histoire incroyable en fait. Donc je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller écouter ces 2 épisodes. Ils sont vraiment formidables par rapport à ce système universitaire. C'est marrant parce que moi je vois un peu des stats par rapport les foot américains et je vois que des Américains
américains, des parents, ils disent, en fait, il y a moins et moins de joueurs de foot américain. Les parents veulent moins que leurs enfants jouent à foot américain. Est-ce que, ça, c'est les stats que j'ai vus, environ 20-30% de moins que les années d'avant. Mais par contre, est-ce qu'ils vont laisser des jeunes jouer un sport où ça plaque sans protection? Alors, c'est aussi l'éducation qu'on doit apporter. Mais dans le développement de ça, en fait, sur l'approche, c'est d'amener aussi le développement, nous, du rugby flag, notamment, parce que tu as le rugby contact, mais tu as le rugby flag. Cette approche est plus adaptée, en fait, à la mentalité américaine. Comme tu le disais, en fait, le football perd des pratiquants parce qu'en fait, les gens ont peur des commotions cérébrales, les joueurs ont peur de cet aspect physique. Et puis, il y a une donnée aussi que pour nous, Français, on ne mesure pas, hein, c'est que quand tu te blesses, ça coûte cher. Donc, Oui. tu as aussi intérêt d'avoir une bonne assurance. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Et aux Et, États-Unis, c'est super cher. Les gens, ils comprennent pas en France ça. ah non, ils comprennent pas, non. C'est sûr. Aujourd'hui, je te donne un exemple, mais il y a un jeune joueur qui s'est fait mal à une épaule. Il a été obligé d'avoir une intervention chirurgicale. Quand tu passes partout entre de l'avoir, alors tout a été couvert parce que c'est arrivé dans la pratique scolaire. Donc, il a été couvert par l'école et l'assurance des parents et l'assurance de l'école, mais ça a coûté aux alentours de 70 000 $. Ouais. Alors, ça t'impressionne peut-être pas toi, mais pour un Français, C'est incompréhensible, ouais. voilà. Ma mère a cassé sa cheville, c'était 14 000 € aussi. Donc il faut dire en France quand même, vive le Sécu, parce que franchement, On j'ai un est complètement côte d'accord. cassé en ce moment et tout est soigné. Je vais à un médecin, je fais 5 € ou je sais pas quoi pour le médecin pour aller prendre des médications. C'est zéro. C'est incroyable la France pour ça. Ils comprennent pas. Et on l'oublie Parfois, peut-être un peu quand tu oui. parles, tu te rends compte du privilège qu'on peut avoir et que c'est un bien précieux. Ouais. Nicolas, j'ai l'impression que on peut en parler parce que j'ai encore dizaines de questions par rapport à ton vécu de coach à Brive, etc. Mais j'avais dit 45 minutes et j'ai envie de respecter ça. Juste un dernière chose, en fait, maintenant que tu es à New Orleans, je voulais te dire que, en fait, il y a un podcast, je suis pas sûr si tu aimes la bière, mais il y a un podcast de deux Français qui sont à Los Angeles, qui sont à Louisiane, et ça s'appelle B News USA. Je les ai invités sur mon podcast. Donc, c'est deux Français qui sont là. Donc, peut-être si ça te gêne pas, peut-être je peux te fournir les coordonnées et peut-être il peut t'appeler pour que Avec grand plaisir. tu les vois, parce que je pense qu'il serait vraiment franchement très content de te voir et faire un épisode sur une bière avec toi si ça t'intéresse. Avec grand plaisir. Parce qu'en fait, il y a quand même une communauté française ici en Louisiane. Il y a déjà les Cajuns, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont des descendants français, qui parlent encore pour quelques-uns d'entre eux parce que ça a souffert, mais tu as à peu près 20 000 personnes en Louisiane qui parlent le français cajun. Et puis après, tu as aussi quelques Français à la communauté. On a un consulat à la Nouvelle-Orléans. On a aussi l'Alliance française. Donc, il y a aussi quand même une communauté française ici. Écoute, BNews USA, c'est deux gars superbes. Écoute, juste pour finir, donc je sais que le rugby, c'est une énorme partie de ta vie. Tu fais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de tout ça? Ça prend beaucoup, évidemment, mais en fait, ici, je découvre, j'aime l'aspect culturel aussi, parce que ça a été aussi une partie de ma vie, de travailler dans la culture, et notamment dans tout ce qui est festival, musique, etc. Ça a été une première étape professionnelle pour moi, ça, et j'en ai toujours gardé beaucoup, beaucoup de plaisir, donc j'aime beaucoup la musique et la culture, et je suis relativement bien servi ici. Ensuite, j'aime beaucoup voyagé. Donc, quand tu découvres la Louisiane, et je parle de cette Louisiane profonde, en fait, de ces Louisianais, et les bayous, quand tu découvres ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment chouette. Il y a des balades magnifiques, la nature y est très belle. Alors, c'est pas un des plus beaux États américains. Je te parlais de l'Utah notamment. Si tu veux voir des beaux paysages, l'Utah est une belle destination pour ça. Parce que j'ai eu l'occasion aussi de voir Yellowstone au nord de l'Utah et tout ce qui va être Zion Park ou le Grand Canyon au sud. Donc, tu as beaucoup de beaux paysages. Les États-Unis, comme je le répète, c'est un continent. Donc, en fait, tu as tellement de choses à voir. Et la Louisiane, comme certains États, si tu veux,
on te poste dans le Mississippi ou si on te poste dans l'Alabama ou si on te poste, je dirais, en Louisiane, tu vas pas vraiment savoir si tu es en Louisiane ou Mississippi ou Alabama. Donc, ce sont des États qui se ressemblent énormément. La végétation y est similaire, mais tu as tellement de choses à découvrir. Les alligators, tous les oiseaux, il y a énormément d'oiseaux en fait. Donc, si tu aimes la faune et la flore, tu peux y découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis la pêche, si tu aimes les fruits de mer, on est quand même. La Nouvelle-Orléans est aussi une destination gastronomique en fait. Ah oui, c'est ça. C'est un des endroits où tu peux avoir une nourriture et des menus bien plus diversifiés que dans certaines parties des USA. Tu as une vraie culture culinaire, quoi. Bah écoute, je te souhaite plein de découvertes, hein. Je sens que t'es bien dedans, c'est génial. Et plein de découvertes donc, aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on te rappelle, hein, peut-être pendant la saison et tout ça, pour que tu nous expliques comment ça va pour toi. Et Avec pour grand plaisir. de Nola Gold, ça serait avec plaisir. Donc vraiment, grand merci de passer sur Pack the Pot et je te souhaite une super saison. Merci beaucoup. À toi aussi. Et go, I will say go Nola Gold, tu vois. C'est pas mal comme ça. Super. Donc voilà, un grand merci à Nicolas de nous faire voyager en fait dans le bayou Louisiane. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec lui. Je vous invite, nos chers écouteurs, de suivre Nola Gold sur tous les réseaux sociaux. Et aussi, bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas d'aller voir les copains Binous USA sur votre plateforme de podcast de choix. Et pendant que vous êtes là, abonnez-vous sur nous, sur Pack the Pot, parce qu'on a beaucoup d'épisodes qui vont sortir dans le mois de novembre. Sur notre 15 de France, des interviews, et en décembre, on va faire encore une autre série de rugby solidaire aussi, donc plein d'épisodes qui vont sortir très bientôt. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bisous tout le monde, ciao, bye bye.